À la une ce soir. Make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States. Fusillade au dîner des correspondants, le suspect accusé de tentative d'assassinat. The left-wing cult of hatred against the president has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again this weekend. Nouveau info à Washington pour la première mission à l'étranger de Christine Fréchette. Vous savez qu'on est un joueur stratégique important dans plusieurs secteurs industriels. Alors, c'est important de le rappeler à nos partenaires américains. Alexandre Boulris quitte Ottawa et confirme son arrivée chez Québec solidaire. Pourquoi encore à Québec et à l'Assemblée nationale? Parce que je suis profondément québécois. Mes racines, ma culture, ce qui me fait vibrer, c'est chez nous. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon lundi. Alors, nos yeux sont tournés vers la capitale américaine ce soir et pour plusieurs raisons. D'abord, la première ministre Christine Fréchette est à Washington pour sa première mission dans ses nouvelles fonctions. Il faut dire qu'elle a enchaîné les rencontres aujourd'hui pour positionner le Québec comme un bon partenaire commercial. On va y revenir parce que c'est véritablement la fusillade au dîner des correspondants samedi soir qui retient toujours l'attention. Avec Lila, on va en apprendre un peu plus sur le fil des événements, mais retrouvons d'abord notre envoyé spécial en direct de Washington, Jean-François. Donc, le suspect a été formellement accusé de tentative de meurtre cet après-midi. Et tentative d'assassinat contre le président, c'est encore pire. Ça pourrait vouloir dire qu'il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Je me trouve justement là devant la salle de cour où le suspect, Cole Thomas Allen, a comparu aujourd'hui. Il est âgé de 31 ans. Donc, en plus de cette accusation d'assassinat, de tentative d'assassinat du président, il a été accusé d'avoir utilisé une arme à feu, également d'avoir tenté d'attaquer un agent fédéral. Il y a d'autres accusations qui pourraient survenir. Bien entendu, là, il a été maîtrisé après 5 coups de feu lors de l'événement samedi soir. On peut écouter la procureure du district de Columbia. There will be additional charges as this investigation continues to unfold. But make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was, to bring down as many of the high-ranking cabinet officials as he could. Il reste évidemment détenu en attendant la suite des procédures. Plus tard, je te parle de la journée de Christine Fréchette. Oui, je te retrouve tantôt. Merci Jean-François. Parce qu'il faut revenir avec Lila sur les événements de samedi. L'accusé aurait prémédité son geste. En fait, il avait même fait des écrits inquiétants. Oui, son nom, donc Cole Thomas Allen. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un ingénieur diplômé de 31 ans qui, après avoir gradué, a été enseignant, donc quelqu'un qu'on considère d'éduqué. D'après un membre de sa famille, il s'est engagé dans l'activisme politique ces dernières années. On comprend donc ses motivations un peu plus aujourd'hui avec les éléments du département de justice. Cole Allen vient de Californie, il vient d'une ville qui s'appelle Torrance. Il avait réservé une chambre du 24 avril au 26 avril à l'hôtel Hilton de Washington, là où se trouvait le gala des correspondants. Et il est venu de Los Angeles à Washington avec un semi-automatique, 4 couteaux et un fusil à pompe acheté en Californie. Donc il a traversé tous ces États, plusieurs États avec ses armes. Et bien, les autorités ont trouvé un manifeste dans sa chambre d'hôtel adressé à sa famille. Là-dedans, on y apprend donc qu'il visait l'administration Trump du plus haut au plus bas. Il s'est d'ailleurs décrit comme un assassin fédéral bienveillant. Il expliquait que ça faisait un moment que l'administration Trump, en fait, lui procurait de la rage. Bien, un tout petit peu avant le verdict de la Cour, la porte-parole de la Maison-Blanche a accusé le culte de la haine venue de la gauche ayant causé cet événement. On peut l'écouter. Debating, peaceful protesting, and voting are how we need to settle disagreements, not bullets. Nobody in recent years has faced more bullets and more violence than President Trump. People listen, and when you have mentally disturbed individuals across the country who are listening to this crazed rhetoric about the president day after day after day, it inspires them to do crazy things. And unfortunately, it's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler.
Et ça soulève des questions, bien sûr, sur la ligne de succession du président. Et oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si une bombe avait explosé malheureusement à cet événement, eh bien, c'était non seulement le président, le vice-président et le président de la Chambre des représentants, donc les 3 premières personnes en ligne de succession. Il faudrait peut-être donc désigner un survivant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Puis aujourd'hui encore, il y a eu Charles III, le roi, qui est venu à Washington. C'est important d'en parler parce que c'est dans ce contexte qu'il arrive. Et donc, on sait aussi que c'est super important parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de Donald Trump sur le premier ministre anglais. Donc, une rencontre importante. Et donc, demain, il faudra faire attention puisqu'il y a le discours au Congrès à suivre du roi. Beaucoup de choses à surveiller. Merci, Lila. On revient chez nous maintenant, Québec solidaire, qui courtisait depuis des mois le député fédéral Alexandre Boulris du NPD. Bien, aujourd'hui, l'élu montréalais confirme faire le saut en politique provinciale. Certains y voient un gros gain pour QS, mais aussi un coup dur pour le NPD. Reportage, Étienne Fortin-Gauthier. Que je suis candidat à l'investiture de Québec solidaire pour Gouin. C'était le secret le moins bien gardé du monde politique. Alexandre Boulris, après 15 ans au fédéral pour le NPD, se joint à Québec solidaire. Il dit que le Québec va mal et veut changer les choses. Il s'agit d'un nouveau défi et en même temps d'une continuité dans mon implication politique comme progressiste, écologiste et humaniste. Il faut réparer le Québec. Notre obsession nationale, ça devrait être offrir un toit à tout le monde. Notre obsession nationale, ça devrait être de faire épanouir nos enfants dans les meilleures écoles au monde. Ça fait longtemps qu'on crouse Alexandre. Je sais qu'il fera un excellent député solidaire parce que c'est le genre de personne dont on a besoin pour gouverner le Québec. Si on veut être souverain, on doit ramener tout le monde autour de la table. Pour toutes ces raisons, je suis extrêmement content de voir Alexandre revenir à la table solidaire et j'ai bien hâte de partir en campagne avec lui. Sa ferveur souverainiste a été remise en doute par plusieurs au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, en point de presse, il a dû se défendre sur cette question. Tu as des capacités beaucoup plus grandes d'action en étant un État plutôt qu'en étant une province. Ça ne veut pas dire que le Canada, c'est des pas fins puis qu'on les aime pas. C'est nos voisins, ils vont toujours rester nos voisins. La question des transfuges a souvent fait débat au cours des derniers mois. Dans ce cas-ci, on ne parle pas d'un parti fédéral à un autre, mais plutôt d'un parti fédéral à un parti provincial. Qu'en pensent les électeurs d'Alexandre Boulris? Des fois, le changement, ça fait du bien. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va peut-être être plus proche de nous. Puis je pense que c'est quand même une figure du quartier qui est là depuis longtemps. Fait que pourquoi pas? Ça reste orange. Oui. Pour moi, c'est une suite logique, mais il va être potentiellement plus proche du terrain, ou en tout cas plus des gens d'ici. Fait que je vois pas de contradiction là-dedans. Alexandre Boulris, c'était le seul député québécois du NPD, mais aussi sa voix francophone. Le NPD va devoir combler ce vide pour rejoindre l'électorat francophone. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse à l'écran. Les comportements toxiques sur les chantiers de construction seraient fréquents selon un récent sondage. La Commission de la construction lance donc une vaste campagne pour assainir le climat dans les milieux de travail. Les détails avec nos collègues de Sherbrooke et Saguenay. Si on cherchait quelqu'un pour ralentir le chantier, le boss a pogné le bon. On va être obligé de lui expliquer 3 fois minimum. Il vient pas d'ici. Ben voyons donc. Wesh! Arc! Ouais, ça, c'est très dénigrant, là. Plus de 20 000 ouvriers de la construction ont déjà vécu de la discrimination, de l'intimidation ou du harcèlement sur un chantier, selon un sondage léger commandé par la Commission de la construction du Québec. Pour combattre les comportements toxiques en milieu de travail, la Commission a dévoilé lundi, en collaboration avec les partenaires du milieu de l'industrie de la construction, une campagne visant à établir un climat de travail plus sain dans l'industrie. Et cette campagne d'1 million de dollars vise également à sensibiliser les employés à leurs droits et aux ressources disponibles sur le terrain. On s'est rendu compte qu'après 5 ans, on perd 30 des gens qui ont choisi de venir le bâtir le Québec. Et dans les causes de ces départs, on a identifié le climat de travail comme étant un des motifs. Des chiffres inquiétants, si je peux dire, qui nécessitent quand même de poser action. Ça s'améliore, là, tu sais, on regarde les temps en arrière, on s'est amélioré,
mais il y a encore des comportements archaïques. Selon la Commission de la construction du Québec, les apprentis ouvriers qui en sont à leur début dans le domaine sont souvent surpris ou encore ont un choc de culture concernant les comportements ou encore les valeurs sur les chantiers. C'est sûr que les jeunes sont plus familiarisés avec ça parce que dans les écoles, ils en parlent quand même beaucoup versus les personnes plus âgées. Mettons que c'était peut-être moins... je dis pas qu'ils n'avaient pas, mais c'était peut-être moins courant que d'en parler. On le constate sur le terrain. C'est un manque de plusieurs entreprises. Si on veut attirer justement les nouvelles générations à intégrer l'industrie de la construction, on a un travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Des fois, ça dépasse un peu la taquinerie, fait qu'il faut limiter ça. Il faut nommer les choses, bien identifier. Je suis allé sur la Côte-Nord l'année passée faire une tournée. J'ai entendu des affaires, là, c'est comme Simonac, on n'est pas les années 70, là. Un tiers des entreprises en construction seraient mal outillées pour faire face à la discrimination, l'intimidation ou le harcèlement, faute de politique et de pratiques adéquates. Avoir une politique d'harcèlement, mais moi j'appelle ça de la prévention de paperasse, là. Ils accrochent ça sur le mur quand c'est accroché, personne n'en a pris compte, ou ils l'ont vulgarisé en 2 lignes, puis finalement, ben c'est là pour être là. On a beaucoup de petits employeurs, donc 80 de nos entreprises, 5 salariés et moins. Donc, ils ont peu d'outils pour notamment avoir des politiques qui permettent de garantir des milieux de travail sains. C'est pas dénoncer, c'est pas signaler ces situations-là, ce qui aide pas, ce qui favorise à la limite, là. Dans quelques semaines, Hydro-Québec déploiera les outils fournis par la Commission de la construction du Québec aux entreprises de construction avec lesquelles elle travaille. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Un individu de 58 ans fait face à une accusation de meurtre non prémédité. Il aurait poignardé un homme de 30 ans dans le dos au pied du Mont-Royal. Ça s'est passé vers 17h hier. On parle d'un conflit qui aurait dégénéré lors de la première édition de la saison des Tam-Tams. Ça se passe au monument Sir-Georges-Étienne Cartier. Le suspect, qui a un lourd passé judiciaire, a été arrêté tout près de la Seine. Il va demeurer détenu pour la suite des procédures. Maintenant, on est au lendemain du violent incendie qui a ravagé une partie du duché de Bicoline en Mauricie. Les propriétaires pensent déjà reconstruire. L'ouverture de la saison du site de jeux de rôle médiéval a été assombrie samedi soir. Et Maxime Dany s'est rendu sur place aujourd'hui. Mon nom, c'est Éric Darvaux, un des anciens propriétaires du Vieux-Viet. 22 bâtiments ont été détruits dans la nuit de samedi à dimanche sur le site du duché de Bicoline, où, comme nous a raconté un des anciens propriétaires d'un de ces bâtiments, ils ont rendu l'âme, car ce quartier représentait l'histoire du plus grand site au Canada de grandeur nature. Je suis vraiment heureux de ne pas l'avoir vu de mes yeux vus brûler. Je pense que ça a été trop dur. Juste pour te donner une idée, là, il y a des bâtiments là-bas sur lesquels j'avais travaillé là, dans la jeune vingtaine. Notre premier bâtiment de guilde, on l'avait fait planche par planche avec une grange qu'on avait démontée dans la région. Donc, tu vois un peu en termes de potentiel historique, là, c'était très, très émotif. Mais maintenant, je te dirais que l'émotion est passée, puis on est vraiment, en fait, dans la suite. Là. On est dans le travail concret, dans le plan d'action. Il y a toute une communauté qui, eux, ont perdu totalement leur bâtiment. Ce sont des bâtiments qui sont tous rapprochés les uns les autres. Là. Il y en a qui étaient même collés un sur l'autre. 2 pieds, 3 pieds de distance. En août dernier, Nouveau Info a pu découvrir cet événement de la grande bataille de Bicoline. Et pendant notre séjour, c'est la Guilde des Brabancourt qui nous a accueillis, exactement à cet endroit où les habitations ont brûlé. Bien, j'ai perdu un investissement d'environ 15 ans. Je faisais partie de la Guilde de Brabancourt. On a perdu d'autres bâtiments inclus. C'est notre quartier qui a disparu. On n'a pas perdu des choses qui sont remplaçables facilement. C'est toutes des choses uniques, des choses de l'artisanat, des choses qu'on ne retrouvera pas. C'est pas comme une TV qu'on peut en racheter une nouvelle. Là. Il n'y en a pas de remplacement. Pas nécessairement de normes de fabrication médiévale. Donc, c'est construit selon les méthodes. C'est des marteaux de bois, des goujons en bois. Donc, il y avait plus ou moins l'importance des distances, plus ou moins de plans d'urbanisme. On a construit des bâtiments pour être médiéval. On n'a pas fait avec du Gyproc et les normes d'aujourd'hui, là. C'est normal, parce qu'on veut que ce soit historique. On veut que ce soit des vieux bâtiments. Un GoFundMe a été lancé pour aider les personnes touchées par l'incendie, mais celui-ci n'est pas endossé par le duché de Bicoline. Où c'est que va l'argent? Est-ce que l'argent va être bien dédié, en fait, aux gens qui en ont besoin? Comment ça se passe avec ceux qui avaient une assurance, ceux qui n'en ont pas? Il y a tellement de questions que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend de l'information, on regarde, on s'informe, et après, si on doit appuyer une campagne de solidarité et de financement, on va être les premiers à le faire. La chose qui est le plus difficile, c'est que
t'as beau vouloir, je vais aller faire d'autres choses, je vais penser à d'autres choses. Tout ce qu'on fait dans la vie nous rapporte toujours à ça. Fait que ça nous rapporte toujours à la perte. Le seul horaire qui va être décalé, c'est peut-être les quelques prévisions qu'on avait cette semaine pour le lancement des inscriptions, par exemple, du Tournoi des Nations, qui va sans doute être juste poussé de quelques jours, le temps que les équipes soient là-dessus. Malgré qu'il y avait plus de 900 personnes présentes samedi soir, personne n'a été blessé dû aux événements. À Saint-Mathieu-du-Parc, Maxime Dany pour Nouveau Info. Il y a tellement de nids de poules à Montréal. On le sait, on le répète. Eh bien, il y a un homme qui travaille dans le domaine du paysagement qui a décidé de prendre les choses en main. Sur les réseaux sociaux, il propose de colmater gratuitement les cratères sur les routes. Son initiative est devenue carrément virale. Lily Mercure l'a suivi sur le terrain. Lui, il est à côté de Place Belle. C'est pas mal occupé cette place-là. Là. On supporte les Canadiens, on veut que ça soit bien. Ici, ils ont mis ça, mais c'est pas très pratique. Sab Tekio a fait une publication cette fin de semaine sur Instagram où il proposait aux gens de Montréal de venir boucher des nids de poules. Eh bien, cette publication a été partagée des milliers de fois. Aujourd'hui, on va réparer ce nid de poules-là. Restez là pour la suite. Ça nous a pris moins que 10 minutes à faire. C'est vraiment simple. En commentaire, les adresses des nids de poules qui vous dérangent, on va venir le faire gratuitement. C'était quoi ton but ultime quand tu as fait cette publication-là? Je me suis dit, ça se peut qu'il y ait des personnes que sur leur rue que je connais pas, dans l'est, dans l'ouest de Montréal, à Laval, à Blainville, que vraiment un trou les gêne ou whatever, ils peuvent me contacter, je peux les arranger. Comme vous voyez, nous, on n'utilise même pas l'asphalte des gros camions, c'est de l'asphalte en poche. Un trou comme ça, tu mettrais 3 sacs. Puis un sac, ça coûte combien? Lui, il a environ 14 $. Combien c'en est, lui? 10 $. 10 $. OK, fait que c'est environ 30, 40 $ par trou. Pourquoi tu le fais? Ça coûte de l'argent. À force de marcher dans des ruelles, je me dis, oh, lui a pris des flats, c'est un ami à moi. Il prend des flats, j'ai déjà pris des flats. Ma famille prend des flats. Je me dis, OK, ça peut éviter ça à nous. Ça affecte beaucoup de monde, là. Fait que là, c'est dur, ça, là. Ouais, lui, vu que tu as des capes d'acier, fais-nous le test, s'il vous plaît. Frappe fort. Est-ce que tu as peur, justement, que la ville vienne vers toi et te dise, non, non, ça marche pas? Avant que je vienne, vous avez vu qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça. C'est ça qui bouchait le trou. Qu'est-ce qui est mieux, ce que j'ai fait moi ou ça? Ça, c'est beaucoup mieux, là. On est dans le quartier Rosemont, la Petite Patrie, sur la rue Bordeaux. Et ici, on signale plusieurs nids de poules. Il y en a un ici, il y en a un ici et il y en a d'autres sur la rue. Ça fait 4 signalements depuis le mois de... environ fin février, là. Puis à date, il n'y a rien qui bouge. Si vous regardez en avant, là, il y a des trous d'environ 1 mètre de largeur, 30 cm de profondeur. J'ai payé 600 $ pour refaire la suspension. Des tables, des linquettes, vraiment, ça coûte cher. Malheureusement, avec le beau temps, vient les trous, vient les nids de poules, vient aussi justement les accidents, les crevaisons. Et on peut le dire, là, pour la région de Montréal, encore là, depuis le début d'avril, c'est 50 % plus de services que l'an dernier. Tout le monde a l'impression vraiment que cette année est pire que les autres années. Et bien, quand on regarde nos chiffres, là, justement, au niveau des crevaisons, bien, ça semble être le cas. Si le peuple veut que je continue, je vais continuer. Moi, je suis avec le peuple. Si le peuple veut que j'arrête, je vais arrêter. La Ville de Montréal confirme que c'est une année exceptionnelle. En 2026, plus de 13 500 signalements ont été faits au 3-1 pour des nids de poules. C'est plus du double que l'an dernier, où on tournait autour de 5 300 signalements. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. C'est Fanny qui était en Estrie ce soir, Maxime en Mauricie, mais je commence tout d'abord avec toi, Félix-Antoine à Québec, Meubles South Shore qui ferme ses portes après des mois de difficultés. Oui, on va le dire, Marie-Christine, le moral, il est bas présentement dans la municipalité de Sainte-Croix où je me trouve dans le secteur de Lobinière. Un peu plus de 2500 habitants seulement et derrière moi, c'est là que se tenaient les activités de South Shore. C'est 126 emplois donc qui sont tombés ce matin alors qu'on a annoncé la fermeture de l'entreprise prochainement. Alors que comme tu l'as dit, dans la dernière année, on avait déjà coupé 115 emplois. C'est pas compliqué, on a parlé aux résidents ici et tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille. Tout le monde semble être affecté d'une façon ou d'une autre. On a parlé à un gestionnaire de casse-croûte qui voyait déjà les commandes diminuer lors de la fermeture des activités. On a parlé à un ancien employé qui a travaillé 36 ans, qui prenait évidemment très difficilement la nouvelle. Le coupable, ce sont les tarifs qui ont rendu la situation impossible pour l'entreprise. On a pu parler au maire de la municipalité qui nous a parlé de l'impact évidemment que ça a et le moral qui était au plus bas pour les résidents. C'est un employeur de premier plan pour une municipalité de 2700 citoyens. On parle de près d'une centaine d'employés.
C'est énorme. C'est énorme pour la municipalité de Sainte-Croix. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est surtout très triste pour les employés concernés. Mais c'est certain que pour nous, ça a des impacts majeurs. Il s'agissait quand même, Marc-Christine, il faut dire, d'une entreprise vieille de 86 ans ici dans le secteur. Donc, un coût supplémentaire. Et pour l'ancien employé qui nous disait avoir su que la fermeture de l'entreprise officielle, ce serait le 19 juin prochain. Merci. Maxime, maintenant, une famille de Shawinigan qui a eu une très mauvaise surprise en faisant des rénovations dans la maison familiale. Oui, à la base, ils voulaient seulement rénover leur toit pour un coût de 2000 $, mais en commençant les travaux, ils se sont rapidement rendus compte que les murs étaient complètement pourris. En fait, il semblerait qu'au fil des dernières années, les anciens propriétaires auraient, au lieu de régler le problème, repoussé le problème à plus tard, et ce qui aurait causé que maintenant, tous les murs sont moisis, complètement pourris. Autant le problème les inquiète parce que ça dépasse le budget qu'ils avaient prévu à la base pour seulement faire le toit, mais aussi, durant tout ce temps, leurs enfants vivaient entre ces 4 murs et ça aurait pu tomber à tout moment. Lorsque le père de la famille s'est rendu compte que la situation, en fait, était critique, il a demandé des congés sans solde à son travail et ceux-ci lui ont été refusés. Il a donc dû démissionner. Donc, la famille de 6 vit présentement seulement sur le salaire de la maman qui, elle est accompagnatrice auprès des personnes en situation d'itinérance. Je me dis, pourquoi moi? Je suis tout le temps en train d'aider les gens. Je suis tout le temps en train de donner du meilleur de moi-même. Je vais travailler à tous les matins. Même là, je travaille encore. Puis pourtant, j'aurais juste le goût d'être en boule. Mais je vais travailler pareil parce que on est juste 2 puis on a besoin de moi. Et ce n'est pas tout. Un petit feu a été créé en fin de semaine à cause des fils électriques. Donc, présentement, la famille a l'interdiction de faire des travaux dans la maison. Ils doivent attendre qu'un inspecteur passe au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. Et celui-ci va décider comment se trouve la maison. Il pourrait même la déclarer perte totale. Oui, quel cauchemar quand même. Merci beaucoup, Maxime. Fanny, le gouvernement qui va lancer dans les prochains jours une vaste campagne de vaccination contre la rage du raton laveur. Oui, campagne de vaccination qui commence aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'au 10 mai prochain. Elle se fait simultanément dans 55 municipalités, 40 en Montérégie, une quinzaine ici en Estrie. Ce qu'on fait, c'est de l'épandage d'appâts vaccinaux. En fait, ça ressemble à des petits raviolis verts que vont manger les animaux. Ça se fait à pied, en voiture, en vélo électrique même. Et l'épandage se fait surtout dans des secteurs qui sont plutôt agricoles. Et ça fait plusieurs campagnes de vaccination que fait le ministère depuis décembre 2024, moment où la rage a été réintroduite ici au Québec. Et depuis, malheureusement, elle gagne du terrain. 120 cas confirmés depuis décembre 2024. Mais uniquement depuis le début de l'année, on a déjà 26 cas pour 2026. Alors, on a augmenté aussi le territoire de surveillance. 21 municipalités supplémentaires en Estrie, en Montérégie, mais aussi pour une première fois au centre du Québec. Alors, c'est vraiment une situation qui inquiète le ministère. Ce qui nous inquiète, c'est la progression dans certains secteurs là, de la maladie. Donc, on a eu un bond là, ce printemps vers le nord, plus dans le secteur de Rougemont. Puis, on a aussi, la maladie a traversé, été détectée dans des animaux à l'ouest du Richelieu, chez des ratons laveurs, là, ce qui est une première. Donc, c'est quand même inquiétant. Alors, le ministère qui demande à la population de signaler tout animal qui aurait un comportement suspicieux ou encore des animaux morts. Et ça se fait sur le site du ministère. Merci, Fanny. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. À la veille de la mise à jour budgétaire, Ottawa annonce le premier fonds souverain du Canada. Le président américain échappe à une 3e tentative d'assassinat en 2 ans. On en parle avec Yves Boisvert. Et des centaines de plaintes pour non-respect de la nouvelle loi sur les pourboires dans les restaurants. Mais d'abord, la première ministre, Christine Fréchette, passe la journée à Washington. Elle affirme vouloir aller défendre les intérêts du Québec. C'est bien sûr en marge de la renégociation éventuelle de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Je retrouve à Washington notre envoyé spécial Jean-François. Jean-François, donc, Christine Fréchette qui a notamment rencontré le représentant américain en charge de cette renégociation. Jamieson Greer, qui est représentant au commerce aux États-Unis. Une rencontre qui n'était pas prévue à l'horaire, qui a lieu en fin d'après-midi. Elle en a profité pour rappeler à quel point, pour le Québec, le secteur de l'énergie est important, mais également la gestion de l'offre. On le sait que c'est un irritant là, du côté du gouvernement américain, qu'on voudrait que le Canada s'en débarrasse pour cette renégociation là, de l'écart de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, elle a rappelé que pour nous, c'était important. Et là aussi,
aussi parlé un peu plus tôt en matinée ici, où je me trouve devant l'ambassade canadienne avec l'ambassadeur Mark Wiseman, a rappelé l'importance également du fait français, qu'il fallait que le Canada défende le fait français auprès des entreprises, de l'industrie américaine également. On peut écouter ce qu'avait à dire la première ministre en arrivant ici à l'ambassade ce matin. Vous savez qu'on est un joueur stratégique important dans plusieurs secteurs industriels pour les Américains. Alors, c'est important de le rappeler à nos partenaires américains, ce positionnement, cette force, cette expertise qu'on a au Québec, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de l'aluminium, du bois, du cuivre. Il y a l'aérospatial également. Donc, il y a plusieurs secteurs pour lesquels on est stratégique et c'est ce que je viens rappeler à nos partenaires américains. Elle a aussi rencontré, Jean-François, cet après-midi, des membres du Congrès, dont plusieurs républicains. Oui, 5 membres du Congrès, 3 républicains, notamment du Nebraska, également de l'État de New York. Elle a rencontré aussi lors d'un dîner plusieurs représentants de différentes industries, l'industrie de l'aluminium notamment, également l'industrie du bois d'œuvre, la construction de maisons, ainsi que des membres des chambres de commerce des États-Unis. On peut écouter ce qu'elle avait à dire. Le son est assez bas, mais on peut quand même très bien comprendre ce qu'elle avait comme point pour les représentants de l'industrie. Ça montre l'importance que j'accorde à notre relation commerciale, à notre relation d'affaires, également à notre relation politique. Tout ça est vraiment central pour le Québec et je suis convaincue qu'on a le meilleur devant nous. Et je voulais profiter de cette rencontre pour vous entendre sur vos préoccupations, ce que l'on pourrait faire le mieux et comment on peut s'aider et s'entraider. Et donc, c'est à 19h15 ce soir que Mme Fréchette va rencontrer les médias pour faire le point sur ces rencontres. Donc, on devrait en savoir plus pour le bulletin de 22h. Qu'est-ce qui a été mentionné, qu'est-ce qui a été dit exactement avec notamment le représentant au commerce, Jamieson Greer. On te retrouve ce soir. Merci. Et j'ai dit, c'est un fonds canadien pour les Canadiens. Un fonds canadien pour les Canadiens. Je pense que ça va résonner partout dans nos communautés. Le Canada aura son propre fonds souverain. Il va servir, entre autres, à faire fructifier les richesses pétrolières du pays. Le gouvernement Carney qui va y verser une somme initiale de 25 milliards de dollars. Le premier ministre invite aussi les particuliers, le secteur privé, à investir dans des projets d'intérêt national pour créer de la richesse. Il n'y a aucun détail, toutefois, qui a été dévoilé sur la mise sur pied de ce fonds-là. Ça va faire l'objet de consultations. Je suis en compagnie d'Alain maintenant en analyse. Salut, Alain. Salut, Marie-Christine. Qu'est-ce que le gouvernement Carney cherche à accomplir avec ce fonds-là? Il cherche vraiment à trouver de l'argent parce qu'il y a des grands projets qu'ils veulent mettre de l'avant. En même temps, il prend des modèles qui se font ailleurs. On parle souvent du fonds de la Norvège là, qui génère des milliards et des milliards, mais cet argent-là provient des ressources du pétrole. Donc, tout l'argent qu'ils font avec ça s'en va dans ce fonds-là. Ils se servent de ce fonds par la suite pour des projets dans la transition énergétique. Donc, transport en commun, nouveaux bâtiments plus verts, pour améliorer cette transition-là. Là, la question qu'on va tous se poser, puis on devra avoir plus d'informations demain lors de la mise à jour économique, c'est d'où le gouvernement prend ces 25 milliards. Ce fonds-là, pour mettre dans son fonds, il prend où? Il prend où? Et là, le gouvernement est déficitaire. Il n'y a pas de fonds pour son fonds. Exactement. Donc, est-ce qu'il a prévu de prendre de l'argent, justement, avec tous ces projets, ce que ça va générer pour le réinjecter puis faire monter ce bas de laine-là pour de nouveaux projets? On voit les stratégies du banquier. Là. Exactement. Le banquier n'est pas très, très loin. Fait particulier, les Canadiens vont pouvoir investir. Ouais. Est-ce qu'on sait comment ça va fonctionner? Bon, on peut penser un peu comme les fonds d'obligation, les bons du Trésor que les gens peuvent acheter, mais sans nécessairement savoir où va cet argent. Là, les gens qui investiraient, les particuliers, donc ce qu'ils veulent offrir comme opportunité, c'est que c'est pas juste les gens d'affaires, ceux qu'on appelle les millionnaires, qu'on met dans une petite catégorie, qu'on dit qu'ils font beaucoup d'argent. Bon, on dit, ben nous, comme citoyens, si on voudrait, on pourrait acheter des actions dans ce fonds-là pour pouvoir profiter de cette manne qui pourrait arriver, étant donné que le gouvernement va investir beaucoup d'argent dans ses priorités. Donc, encore là, de quelle façon ça va se faire? Est-ce que l'argent qu'on va investir va être protégé? Quels seront les intérêts que l'on recevra par la suite? C'est toutes des questions très pointues que l'on va voir lorsque ça va être déposé par le gouvernement. Tu nous glisses un mot parce que demain, c'est la mise à jour économique, mise à jour budgétaire. À quoi on peut s'attendre? Bien, on s'attend déjà, ça a déjà commencé à filtrer, un déficit moins élevé que prévu. Donc, quelle sera la hauteur? Surtout que le gouvernement n'arrête pas d'annoncer des investissements, particulièrement en armement, dans ces grands projets. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé qui fait en sorte que le déficit est moins élevé, ça reste une bonne nouvelle au bout de la ligne, si jamais c'est le cas. Politique provinciale, maintenant. La rumeur circulait depuis quand même pas mal longtemps. Ouais. Alexandre Boulris qui a confirmé faire le saut avec Québec solidaire. Faut dire quand même qu'il a été cuisiné ce matin là, par les journalistes. Oui, tout à fait, parce qu'en étant au fédéral avec le NPD, il y avait des positions qui étaient plus fédéralistes. On se pose la question, est-ce qu'il est vraiment séparatiste, souverainiste? Donc, c'est une des questions qui revient souvent. Quelle était sa motivation? En même temps, on sait qu'en partant du fédéral et en venant avec Québec solidaire, on ne peut pas vraiment le taxer d'opportuniste, là, un parti qui est quand même c'est pas le véhicule très le plus bon. Simple. Là, exactement. Mais pour Québec solidaire, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça reste un porte-parole extraordinaire. Mais coup dur qui a pour du le bagage. NPD, là. Très, très dur. Très mauvaise nouvelle pour les gens plus à gauche au niveau fédéral, qui se rallient drôlement avec Mark Carney, qui est rendu de plus en plus à droite, comme pour bloquer le chemin au Parti conservateur. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On va revenir ensemble sur la tentative d'assassinat survenue samedi lors du dîner des correspondants. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, ce qui s'est passé, c'est de la faute de la gauche radicale et des médias. C'est quoi la stratégie derrière ça? Ben, c'est toujours le même discours de blâmer les excès du discours de l'autre parti pour des gestes de violence politique qui, malheureusement, aux États-Unis ne sont pas nouveaux. Mais disons qu'en théorique violente, c'est assez partagé. Et Donald Trump est probablement le champion toute catégorie avec la façon dont il parle il parlait des journalistes comme des ennemis du peuple et j'en passe des bien pires. Oui. Alors, le but, c'est de dire c'est la faute au fond. Fait particulier aussi, Yves, le vice-président J.D. Vance qui a été évacué avant le président lui-même. On peut regarder les images. Comment on explique ça, Yves? Ben là, écoute, je connais pas le détail de ça, mais il faut comprendre le principe, la règle de succession dans l'État américain. Si le président est attaqué, c'est le vice-président qui devient président. Si le vice-président meurt, ensuite, ça va être celui qui dirige la Chambre des représentants, ainsi de suite. Alors, donc, ces deux personnes doivent être séparées. Je suis pas sûr qu'il y ait... Moi, je ne crois pas à cette histoire selon laquelle on l'a préféré ou on l'a mieux protégé. C'est que à ce moment-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. Probablement que on se dit peut-être que c'est le président lui-même est déjà attaqué. Donc, il y a deux équipes et on voit qu'ils sont amenés dans des directions opposées pour minimiser les... Alors, c'est amusant de penser ça, mais je pense pas que c'est un choix politique des services secrets. Mais quand on voit tout ça, Yves, est-ce que tu penses qu'il y a des failles de sécurité autour du président? Ben, c'est parce que c'est impossible de tout prévoir. Ça, cet hôtel-là, où je suis déjà allé d'ailleurs voir Donald Trump lui-même au Congrès libertarien, ben, c'est un hôtel. Alors, les chambres fonctionnaient comme d'habitude. Et donc, les autres étages, c'était un hôtel normal. Et c'est comme dans n'importe quel hôtel, un événement qui avait lieu dans la grande salle de bal. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'individu en question, qui est maintenant accusé, ben, il a réservé une chambre et il a dit lui-même qu'il a été d'être capable d'avoir une chambre le jour, en fait, la veille de l'événement, pour être dans l'édifice. Il aurait probablement aussi mis des pièces d'armes. Enfin, on ne sait pas comment exactement il a procédé. Mais à partir du moment où il est dans la salle, et en même temps, on peut dire faille, mais peut-être que l'endroit est mal choisi. Et là, ben, Donald Trump, lui, a décidé de dire, c'est la preuve qu'on a besoin de ma salle de bal que je veux faire aux frais. Ben oui, mais justement... Plusieurs ont dit sur les réseaux, là, une fois ça s'est enflammé après l'événement samedi, les théories du complot, que c'était une mise en scène justement pour détourner l'attention, notamment des mauvais sondages ou encore de la situation en Iran. Ouais, c'est un petit peu compliqué, ces histoires-là. Écoute, les gens qui étaient là, ils ont entendu les coups de feu, ils ont eu peur, et puis ils étaient à gauche, à droite, au centre. Alors, la théorie du complot, il y en a toujours. Ben oui. Je n'y crois pas. Jusqu'à preuve du contraire, cet individu a exprimé ses idées et puis a vraiment tiré des balles. Alors, non, c'est vraiment arrivé. Merci Yves. Merci, à demain. Maintenant,
Maintenant, on revient chez nous. La nouvelle loi sur les pourboires est en vigueur depuis maintenant 1 an au Québec et les plaintes se multiplient depuis son application. Des consommateurs dénoncent des commerces qui ne respectent pas les règles. L'Office de la protection du consommateur reçoit des centaines de signalements. Les détails avec Elliott Tremblay. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les pourboires en juin 2025, il y a eu plus de 600 plaintes parce qu'elle n'était pas respectée. On a envoyé près de 180 avis. Et donc, si les mêmes commerçants continuaient à recevoir des plaintes, ils pourraient à ce moment-là subir une gradation des mesures de surveillance pouvant aller jusqu'à des amendes. La majorité des plaintes ont été faites dans les premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. D'abord, les gens étaient plus à l'affût du changement, mais il y a aussi eu une période d'adaptation nécessaire pour les restaurateurs. Quand la loi est rentrée en vigueur, il y en a encore plusieurs qui n'étaient pas conformes, que les machines n'étaient pas conformes, que les mises à jour n'avaient pas été faites à temps, disons. Donc, les restaurateurs, malheureusement, ont été un peu dépendants de ces fournisseurs-là. Niveau logistique, pour vous, est-ce que ça a été compliqué? Pas du tout. On a payé. À la fin, c'est que ça coûte toujours quelque chose. Mais après ça, c'est le terminal, on le donne aux clients, puis c'est tout. Hein? En fait, le changement était surtout pour les gens qui sont au service. Dans le fond, ça a fait une petite baisse des pourboires au début parce que c'est sûr que là, le montant était calculé sur la facture avant taxe. Je sors d'un restaurant du centre-ville de Montréal, puis j'ai demandé à un des serveurs comment il avait vécu l'entrée en vigueur de la loi sur les pourboires. Et il m'a dit qu'en 2024, il avait fait 90 000 $, alors qu'en 2025, il avait fait 79 000 $. Donc, c'est une diminution de salaire de 11 000 qu'il associe directement à l'entrée en vigueur de cette loi. Dans les autres restaurants que j'ai visités, on m'a aussi dit qu'il y avait eu un impact sur le salaire des serveurs au début, mais qu'après, le prix des articles sur le menu a augmenté, ce qui a rééquilibré le salaire. C'est ceux qui venaient nous dire les premières semaines, oui, bien, la semaine passée, j'ai fait tant, cette semaine, j'ai fait tant de moins, tu sais. Mais ça s'est replacé, puis finalement, ça a passé. Les salaires ont augmenté aussi, les prix au menu ont un peu augmenté en fonction de l'inflation actuellement. Donc, comme les pourboires suivent le prix des assiettes, on pense que ça s'est un peu rééquilibré. Puis il n'y a pas eu de départ massif là, de la restauration, dans la restauration à ce moment-là, des employés en salle. Les demandes de pourboires ont explosé dans les dernières années. Il y a même un rapport d'Options consommateurs qui a dévoilé que les Canadiens étaient en moyenne sollicités 20 à 30 fois par mois pour du pourboire. Trouves-tu qu'on demande du type dans trop de contextes? Ouais, un peu. Enfin, parfois, après, je sais pas, au dépanneur, parfois, ils mettent des tips, faut un peu... faut doser. Honnêtement, tiper au team, pour moi, désolé, mais non. Tiper dans un bon restaurant, oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où ça commence à 20, 25, et il y a l'option de changer, mais même là, on sent bizarre de vouloir aller sur le compteur, modifier le pourboire et diminuer le truc. Et il y a plusieurs personnes qui vivent ce malaise. C'est d'ailleurs pourquoi la loi sur les pourboires est entrée en vigueur le 7 juin 2025. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Les Canadiens subissent une autre défaite crève-cœur face au Lightning. On en parle un peu plus tard avec les gars du 5 à 7. Whenever you are, Michael. I believe music can change the world. Salut Alex. Bonsoir Christine. Alors on voit les extraits de ce film biographique de Michael Jackson qui est sorti et ma foi ça cartonne au box-office malgré les critiques plus ou moins négatives. Effectivement, les critiques sont pas très élogieuses. En fait, on reproche beaucoup au film d'être superficiel, bien sûr d'avoir évacué toutes les connotations sur les accusations sexuelles. Il y a même Janet Jackson qui est pas présente dans le film parce qu'elle a refusé elle-même d'y participer, mais ça n'a pas empêché les fans d'être là. Donc 97 millions en Amérique du Nord et 217 millions mondialement. Ça fait de ce film-là le record à vie pour une biographie musicale. Donc, les fans n'ont pas écouté les critiques. En même temps, c'est correct aussi. Ben oui. La fièvre des séries qui inspire nos playlists. Oui, effectivement. Musique, la plateforme québécoise a décidé d'embarquer et d'offrir sa playlist de chansons pour le hockey, comme celle-ci.
Alors, ce qu'on entend, bien sûr, c'est Loco Locas qui sont là avec le but. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a Go Abs Go de Vilain Pingouin qui est là aussi. Il y a Bob Bissonnette aussi avec la machine à se carrer. Donc, toute une playlist qui va peut-être donner un coup de pouce. D'ailleurs, ça s'appelle « Ça sent la coupe ». On va se souhaiter ça pour le prochain match. Oui. Mais bref, alors on peut aller écouter ça sur la plateforme musique et un petit peu partout. Hey, Alex, on reste au hockey parce que ce week-end, j'ai partagé une vidéo à toute mon équipe parce que j'étais vraiment contente de me rendre compte que je n'étais pas la seule à déformer certains noms des joueurs de Tampa. Pour suivre la tendance, j'ai le goût moi aussi de vous cuisiner mon snack éclair des séries, clou de girofle sur bacon. D'abord, il faut commencer par écraser le clou de girofle. Mais doucement. Alors, on le voit, c'est Martin Matt qui a offert sa propre recette. Ça s'appelle le coup de girofle sur bagel. Alors, bien sûr, ça fait lien avec les noms des joueurs Nikita Kucherov et aussi Brendan Hagel. Et d'ailleurs, c'est ça. Et tous les ingrédients sont en lien avec les noms des joueurs. Alors, ça s'amuse bien sûr avec Maxi, qui est son partenaire. Et tout ça se termine en « Il faudrait torcher » à la torche, bien sûr. On adore ça, avec la gourde à la fin. Voilà. C'est parfait. Hey, merci beaucoup, j'aime ça quand tu parles de sport. Demain, j'ai dit 2 noms de joueurs. Bravo, bravo. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, bon début de semaine. Donc, avec la victoire de Tampa hier au Centre Bell, c'est maintenant une série de 3 matchs finalement qui s'amorce entre le Canadien et le Lightning. Une série 2-3 donc. Et la série qui va se poursuivre du côté de Tampa Bay pour le match numéro 5, c'est mercredi. Donc, si on revient au match d'hier, malheureusement, le Canadien qui a échappé une avance de 2-0 contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. On a vu ça venir un peu en fin de deuxième période quand le Lightning a créé l'égalité et finalement, en troisième, a marqué 2 buts pour se sauver avec la victoire. Ce qui inquiète, par contre, depuis le début de la série, Marie-Christine, c'est que le premier trio composé de Slavkovski, Cole Caulfield et de Nick Suzuki, ça va un peu moins bien. Aucun point à 5 contre 5 depuis le début de cette série. Il y a eu des buts marqués en avantage numérique, mais à forces égales, le Lightning a le dessus sur ces 3 joueurs-là. Et Alexandre Texier, aujourd'hui, a dit que les autres trios du Canadien doivent contribuer davantage. Toutes les lignes doivent augmenter leur manière de jouer, on va dire, pour leur libérer un peu d'espace aussi. On doit, toutes les autres lignes, que ce soit la 2, la 3, la 4, on doit apporter un peu plus d'offensive et puis leur libérer de l'espace aussi à eux. Mais Tu as mentionné que le Rocket de Laval va commencer sa série contre les Marlies de Toronto mercredi et que la Victoire de Montréal va commencer sa série contre le Frost du Minnesota le 2 mai prochain. Maintenant, au tennis, Leila Annie Fernandez qui accède au quart de finale à Madrid. Oui, ça va très, très bien pour elle. Elle est classée 25e au monde actuellement. Donc, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale à Madrid. Victoire en 2 manches de 6-3, 6-2 contre l'Américaine Ann Lee, qui est 34e joueuse mondiale. En quart, elle va affronter la Russe Mira Andreeva. Je te signale également que Félix Auger-Aliassime, lui, s'est incliné au 3e tour face au Belge Alexander Blok. Mais un peu plus tôt en fin de semaine, Félix Auger-Aliassime, lors d'une entrevue à la télévision internationale, a expliqué et rendu hommage à RDS lorsqu'on l'a questionné au sujet d'une affiche que tenait un spectateur dans la foule. Écoute bien. It's pretty funny because so RDS is the channel where we watch tennis back home in Quebec. So I grew up watching RDS every day. Shout out to them over there. They do a great job, and growing up, that was like the go-to every time. So it's funny to have my name mentioned with other Canadian players, with this guy that's probably watching us. Bon, beau mot pour vous, ça. Ben oui, certainement. Ça fait plaisir, ça. C'est pas nous vraiment qui faisons le tennis. On le prend pareil. En terminant, parlez-moi de ce championnat qui décoiffe pour les Chevaliers de Lévis. Oui, qui ont gagné la Coupe TELUS à Peterborough en fin de semaine. Une victoire de 8-1. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Mario Rancourt, qui fait partie de l'équipe, a une longue tignasse. Il avait dit, si mon équipe gagne, je me fais couper les cheveux. Alors, on a pris des ciseaux, les ciseaux qui traînaient à l'aréna, j'imagine. On a coupé les cheveux à Mario. Alors, ça fait 29 ans qu'ils attendaient pour une coupe. Oui. 29 ans, ça se célèbre. Oui. Magnifique. Merci, les gars. C'est une belle coupe. Oui, mais on va entendre parler de la Coupe Stanley, nous autres. Bye-bye. OK, bye, Marie. Au mois de juin. En Croatie, maintenant, des amphibiens se sont affrontés lors de la 47e édition du concours annuel de saut de grenouille. La grenouille gagnante a franchi une distance de plus d'1 mètre, tandis que d'autres participantes n'ont parcouru que quelques centimètres. Les grenouilles qui sont capturées quelques jours avant le concours sont relâchées dans la nature après
L'événement. C'est intéressant quand même, hein, Michel? C'est dans le livre des choses à savoir. On le sait maintenant que les grenouilles... Ça manquait à ma culture. Michel, ce soir, bien sûr, vous allez revenir sur ce qui se passe à Washington avec Christine Fréchette notamment, mais vous allez revenir sur le fameux dossier santé numérique. Oui, ce dossier-là qui vise à centraliser en fait les données des patients au Québec pour améliorer l'accès aux informations médicales. C'est un grand pas pour la modernisation de notre réseau de la santé. On attend ça depuis très, très longtemps, mais Étienne nous en parlait la semaine dernière. Hein, il y a des signaux d'alarme qui sont... Oui, applications difficiles à utiliser, formation insuffisante. On craint également pour la protection de nos données. Projet pilote, ça commence le 9 mai. Est-ce qu'il est trop tard pour peser sur pause? Est-ce qu'on devrait peut-être peser sur pause dans ce dossier-là? Québec devrait-il repousser le déploiement du dossier santé numérique? C'est la question de notre débat de ce soir. On fait ça à 22h30 avec Alain, Maud, Jacinthe et Victor. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Merci beaucoup, Michel. Bye bye, bon soirée. débat. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h. Bye-bye.